Elle a claqué la porte de l'Opéra de Paris. Elle a redécouvert l'amour de la danse aux côtés de Dominique Baguet. Aujourd'hui, à la tête du Centre chorégraphique national de La Rochelle, forte d'une œuvre de près de 40 pièces, Olivia Granville nous reçoit à la Chapelle Fromentin. Bonjour Olivia Granville. Bonjour. Merci de nous accueillir au sein de la Chapelle Fromentin, Centre chorégraphique national de La Rochelle, 1000 plateaux, pour cette toute première interview de la chaîne YouTube YouMove. Avant d'aborder votre carrière et votre œuvre, je voulais vous poser une première question. Vous vous sentez comment face à ce genre d'exercice, interview, face caméra ? Bon, je commence à avoir un petit peu quand même l'habitude de ça. Là, parler de tout mon parcours de vie, je crois que je ne l'ai jamais fait en fait. Donc, c'est une première pour nous deux, on va dire. Super. Donc remontons le fil de l'histoire et faisons connaissance avec Olivia, la petite fille, qui pour la première fois va entrer dans un cours de danse. Est-ce que vous vous rappelez de ce moment, de ce que vous avez ressenti ? Ah oui, très bien. En fait, moi, mon premier cours de danse, c'était chez une amie de mes parents. Et on dansait dans le salon avec des foulards indiens et des tambourins. Et en fait, j'ai reconnu bien des années après, quand François Chéniaud a monté les danses libres de Malkovski, qu'en fait, c'était comme ça que j'avais commencé. D'accord. Voilà. Malheureusement, après, d'autres aventures me sont arrivées, dont celle d'aller prendre un cours de danse classique. Et là, c'était moins drôle. Je m'en souviens aussi très très bien. C'était mon premier cours de danse classique à la salle Pleyel. Ma mère avait couru pour m'acheter des collants et d'atroces chaussons roses bonbons. Et on n'avait pas trouvé de tunique. Donc j'avais mon maillot de corps petit bateau, comme ça, à rayures, et mes collants qui plissaient et mes chaussons atroces roses. Et on m'a demandé de me mettre en première position et en fait je voyais pas mes pieds parce que j'avais un trop gros ventre. Donc j'essayais de voir mes pieds mais je les voyais pas, quoi. D'accord. Voilà, c'est ça mon souvenir de premier cours de danse classique. J'avais nettement préféré les foulards indiens, je dois dire. Ok, c'est assez cohérent avec la suite de l'histoire. Ce premier cours, c'était donc chez des amis, mais par la suite, c'est devenu plus une injonction familiale ou il y avait vraiment cette envie d'y aller ? Non, ça n'a jamais été une injonction familiale. Par contre, j'avais des parents qui étaient quand même dans le monde artistique, donc ils ont accompagné ce mouvement. Mais eux, ils faisaient du théâtre, ils étaient dans le monde plutôt de la peinture. Donc non, la danse, c'est venu en fait... c'est venu parce que j'avais un oncle qui nous emmenait voir des comédies musicales quand vraiment toute petite, 6 ans, 7 ans, et qui était passionnée de comédie musicale. Et en fait, c'était assez régulier comme ça. Donc je suis rentrée dans la danse par la comédie musicale parce qu'en fait, dans ma tête, comme on voyait Fred Astaire sur l'écran et que mon oncle était grand et dégingandé, je pensais un peu que c'était lui, Fred Astaire, et qui tournait les films pendant la semaine et qui nous emmenait les voir à la fin de la semaine, quoi. Donc en fait, c'est comme ça, moi, que c'est vraiment la comédie musicale. D'accord. Donc Olivia enfant avait déjà des modèles, des idoles, que ce soit dans le cinéma, la danse, le théâtre ? Des idoles, oui, il y avait ceux-là, effectivement, oui, on peut dire ça, mais il n'y a pas eu de fantasme vraiment sur... Enfin, la danse, elle n'est pas arrivée par un fantasme de quelque chose. Par exemple, je n'avais jamais vu de ballet classique. On n'allait pas voir ça avec mes parents. Donc, j'ai pas du tout eu le fantasme de petite fille sur la danseuse, quoi. C'est venu après. Par contre, avoir envie de danser, oui, ça, c'était quelque chose qui était évident chez moi. Après, voilà, encore une fois, j'ai eu la chance d'être dans un milieu qui l'a vu et qui m'a soutenue. J'aurais pu faire tout à fait autre chose dans ma vie, hein. Et ce moment de bascule, justement, où vous vous êtes dit, c'est exactement ça que je veux faire, je vais être danseuse professionnelle, il est intervenu lorsque vous étiez déjà en formation au sein de l'école de danse de l'Opéra de Paris ? Oui, probablement, c'est quelque chose qui s'est construit petit à petit par l'opposition, en fait. Parce que je suis quand même quelqu'un d'assez têtu, donc en fait, je me suis présentée à l'Opéra de Paris, j'ai pas été prise une première fois, j'ai pas été prise une deuxième fois. Donc il y a eu ce truc que quand même je vais y arriver, quoi, un petit peu. Et c'est vrai que donc j'ai fait le stage de l'école de danse de l'Opéra de Paris, j'avais 9 ans, et c'est quand même un monde
dont on pourra parler après, mais quand on est un enfant et qu'on rentre, à cette époque-là, l'école de danse était dans l'Opéra de Paris, c'était complètement magique, quoi. Vraiment, c'était... Donc, une fois que j'ai mis le doigt dans l'engrenage, après, j'ai pas réussi à m'en sortir, en gros. Ok. Cette école et cette maison est extrêmement codifiée, hein, comme vous l'avez dit. Qu'est-ce que cette formation vous a apporté et qu'est-ce qu'elle a éventuellement aussi empêché de faire ou d'explorer? Alors, cette formation, pour moi, le souvenir de cette formation très présent, c'est la maltraitance, en fait. C'est vraiment de la maltraitance, c'est des insultes, c'est des humiliations, c'est des menaces, c'est des punitions, c'est des exclusions. C'est vraiment la vision la pire du monde et de l'humanité que j'ai pu avoir de toute ma vie, avec l'apprentissage de la jalousie, de l'envie, de l'envie d'écraser le voisin. C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué à vie, qui m'a abîmée même. Et ça, je leur pardonnerai jamais, je pense. Vraiment. Après, c'est l'endroit où je me suis fait les amis les plus profonds, un peu comme quand on a traversé la guerre, en fait. Donc, il y a des amitiés très, très, très intenses qui sont restées de tout ça. Mais je trouve scandaleux que les gens qui continuent de perpétuer ce type d'enseignement ne soient pas à un moment condamnés, en fait, parce qu'ils devraient l'être. Il y a eu des audits, plusieurs audits sur les comportements à l'école de danse. Mais voilà ce que je peux dire de l'école de danse de l'Opéra de Paris. Vous pensez que ça a changé ces dernières années par rapport aux audits? Sur le plan de la violence psychologique, je pense pas. Je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement malsain d'une manière générale dans l'enseignement de la danse classique, particulièrement en France, parce qu'il y a cette espèce de fierté monarchique, comme quoi on vient en direct de Louis XIV, c'est la tradition orale, il n'y a rien à y toucher. Et c'est pas comme ça aux États-Unis, par exemple, où il y a eu, moi quand j'ai travaillé au New York City Ballet, il y avait pas en tant que danseuse, hein, mais juste aller prendre des cours là-bas, il y avait pas du tout la même atmosphère. Il y avait des gens comme Balanchine qui étaient passés, qui avaient ouvert en fait la danse classique à autre chose. C'est vraiment typiquement français. Et ça a évolué, mais moi j'y crois pas. Le blackwashing, là, tout ça, j'y crois pas beaucoup, je dois dire. Je les connais bien. Alors, vous avez dit que vous étiez têtu et vous avez donc quitté l'Opéra de Paris. Vous dites souvent que vous l'avez quitté faute de ne pas avoir pu le changer de l'intérieur. Il y avait vraiment cette idée de combattre quelque chose à l'intérieur? C'est-à-dire que moi j'aimais la danse classique parce que comme il y a un moment où quand on rentre comme ça dans une espèce de pratique virtuose, il y a une espèce de chose obsessionnelle qui se met en place comme un pianiste virtuose et en fait on aime cette technique, on a envie c'est dur de l'abandonner un peu cette technique. Donc je me disais il y a manière un peu d'empiler les savoirs ou de changer la manière de... Et puis je me suis rendu compte que non en fait, qu'il y avait quelque chose de totalement antinomique dans le corps même classique et dans une certaine pensée justement du corps et de la danse contemporaine. Vous avez parlé de Balanchine, vous avez dansé des ballets de Balanchine, vous avez dansé le répertoire, les grands ballets, mais également au sein de l'Opéra de Paris, des ballets de danse contemporaine. Je pense à Maggie Marin, Alvin Ailey, Cunningham, Bob Wilson. On garde quoi de toutes ces rencontres ? Ah bah ça c'était quand même, il y a eu des rencontres formidables, effectivement, Maggie Marin, effectivement Bob Wilson ça a été énorme, Bagwell puisque c'est comme ça que je l'ai rencontré à l'opéra, Cunningham ça a été extraordinaire, c'est-à-dire qu'en fait dans ce monde où j'étais pas seulement sujet, c'était pas seulement mon titre, mais j'étais aussi un objet en fait, et pas du tout un sujet justement. Ces gens-là, tout d'un coup, m'ont fait entrevoir que j'étais une personne, que j'étais un interprète, que j'étais vivante, que j'étais pas simplement en train d'exécuter quelque chose le mieux possible, mais que mon être profond pouvait avoir une place un peu dans l'œuvre d'un artiste, quoi. Et ça a été formidable. Hein. Vous parlez de sujet, donc vous n'aviez pas envie d'aller plus haut, donc... c'est pas que j'avais pas envie, moi je suis montée à 18 ans en sujet. Ah oui. Donc en fait je suis restée 6 ans dans le corps de ballet sujet, qui est à peu près la pire place, parce qu'en fait on fait à la fois le corps de ballet et les rôles de demi-soliste, voire parfois soliste. Donc
contrairement aux premiers danseurs ou étoiles, quand il y a par exemple des séries matinées-soirées, on fait les matinées-soirées. Donc c'est juste épuisant, c'est vraiment un boulot de tâcheron, quoi. 6 ans comme ça, peut-être qu'à un moment donné, si j'étais montée première danseuse étoile, je m'en serais pas sortie. Donc je suis vraiment ravie que ça n'ait pas été le cas, parce que je me serais fait piéger et voilà, et je serais à la retraite depuis 20 ans. Il y a eu donc cette rencontre avec Dominique Baguet en 86 à l'Opéra de Paris avec la pièce Fantasia Semplice, je crois. Oui. Parlez-nous de cette rencontre. Ça a été un coup de cœur direct Ah oui. Oui. Oui, parce que en fait, justement parce que j'étais sujet et que les pièces des chorégraphes contemporains étaient un peu moins considérées que les ballets classiques. J'étais un peu sur les deux. Il y avait une pièce de Béjart et une pièce de Dominique Baguet. Donc j'ai été voir, je ne savais pas encore sur laquelle j'étais, et j'ai été voir dans le studio la répétition de Béjart. Je suis sortie immédiatement et je suis allée voir la répétition de Dominique. Et vraiment le premier jet, j'ai eu une impression de déjà vu. Et ça, c'est vraiment une réalité, quoi. J'ai vu ce geste et je me suis dit, mais en fait, je connais déjà ce geste, en fait. Donc ça a été immédiat. Je me suis retrouvée là, chez moi. Ok. Et en 89, donc, vous allez rejoindre la compagnie de Dominique Baguet, qui entre-temps est devenu un auteur très apprécié pour sa danse précise, très écrite, assez humoristique également, ce qui n'empêche pas sa profondeur. Cette écriture a déplacé quelque chose en vous en tant qu'interprète ? Surtout, en fait, ça m'a permis parce que je ne suis pas allée directement dans la compagnie de Dominique, j'ai eu 1 an de flottement ? De grand flottement, on va dire, où j'étais perdue, quand même complètement perdue, hein, en sortant de ce monde-là, et je ne connaissais rien à rien, hein, parce que quand on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 toute la journée, on ne connaît rien, en fait. Donc, j'étais perdue, mon corps, je savais plus dans quel sens le mettre. Et comme Dominique était quand même lui aussi passé par le classique, par la danse baroque, et donc il y avait quand même un chemin commun. Sa manière totalement personnelle de déconstruire le corps classique, mais à partir de formes qui n'en étaient pas si éloignées que ça, m'a vraiment permis de me défaire profondément de ce carcan-là, en fait. Voilà, je peux dire ça. Ok. Il nous a malheureusement quittés en décembre 92. Dans la foulée, vous avez cofondé avec les autres interprètes de la compagnie, les Carnets Baguet, un projet très novateur en termes de transmission. Pourquoi la transmission était à ce moment précis essentielle pour vous ? C'était complètement inédit, malheureusement, qu'un chorégraphe si jeune, qu'on appelait encore jeune chorégraphe d'ailleurs, qu'il avait quand même déjà une bonne carrière derrière lui, disparaisse. Avant lui, il y avait eu Hideyuki Yano qui était mort aussi, donc on était en pleine période de sida. Et cette question de l'héritage s'est posée d'une manière extrêmement violente, soudaine, et il a fallu qu'on la prenne en main, quoi. Ce qui était très, très, très bizarre pour nous, puisqu'on avait 27 ans, 28 ans, aucun de nous n'avait 30 ans, quoi. Et en même temps, ça nous semblait impossible de laisser disparaître ça. Donc, voilà, très naturellement, ça s'est fait. Mais cela dit, moi, après, je suis partie aussi. Oui. Je suis partie parce que j'avais ma vie à faire, parce que ça a été quand même lourd à porter de se retrouver avec cet héritage-là sur les épaules aussi jeune, alors qu'en fait, moi, j'ai passé en tout et pour tout 4 ans de mon existence avec Dominique. Donc voilà, j'ai eu besoin de prendre du champ, ce qui n'empêche pas que je continue, bien sûr, à transmettre et que même plus j'avance en âge et plus j'assume de dire, bah oui, j'ai cet héritage-là, j'ai envie de le transmettre. Ça fait partie de moi, ça fait partie aussi de mon écriture. Donc j'ai plus du tout de scrupules à le dire. Mais voilà, à ce moment-là, il y a eu un moment où j'ai eu besoin de m'éloigner. Et de devenir chorégraphe. Vous aviez déjà expérimenté au sein de la compagnie Baguet
quelques chorégraphies, vous vous essayez à cet exercice, mais devenir chorégraphe, c'était un désir ancien ou est-ce que ça s'est imposé à vous malgré vous? Alors, en fait, je pense que j'ai toujours eu envie de faire des trucs. Je ne sais pas si c'était forcément chorégraphe. J'ai commencé par m'acheter une petite caméra Super 8, monter des petits films avec des figurines de trucs. Mais dans mon atroce passé du 19e siècle, je me considérais comme une muse. Et sûrement pas comme un auteur. Il a fallu beaucoup de temps pour que je m'autorise, en fait, à me dire que moi aussi, je pouvais faire des choses, même en étant une femme, parce qu'il y a ça aussi, quand même, dans le monde classique, hein, la muse, la danseuse. Bon. Donc, c'est vrai que quand je suis arrivée chez Dominique, qui donnait cette opportunité-là, tout de suite, j'ai commencé à faire des trucs. Mais c'était une envie qui était... Je pense que ma démission de l'opéra, c'était aussi ça, en fait. Alors, des trucs qui sont reconnus quand même assez rapidement, puisqu'en 86, vous recevez en 96, vous recevez le prix du nouveau talent de la SACD. Les reconnaissances comme cela, les récompenses, les prix, ça vous fait quoi? Alors à l'époque, celui-là, ça m'a rien fait du tout. J'ai pas du tout mesuré le truc en fait. Aujourd'hui, la reconnaissance de, par exemple, ma nomination à la tête de ce CCN, ça m'a, comment dire, ça m'a permis d'une part de me tranquilliser un peu, parce que quand même, c'était quand même un petit peu violent de toujours avoir besoin justement de revendiquer que oui, j'avais été interprète, mais que maintenant, je faisais quand même des choses depuis un bon petit moment, etc. Et puis, ce à quoi ça sert, encore une fois, c'est de pouvoir faire des choses, pouvoir continuer à faire des choses, pouvoir transmettre des choses, pouvoir faire tout ce qu'on fait ici à Mille Plateaux, qui est une manière d'avoir le poids, en fait, de parler de la danse et de parler de la danse que j'aime et de défendre des valeurs qui, pour moi, sont importantes dans la danse. C'est ça que ça me permet, en fait, surtout. Ok. Maintenant, ça fait près de 50 pièces que vous avez écrites. Parce qu'il y a des pièces et puis il y a des objets. Moi, je dirais, mais c'est déjà pas mal. Hein. J'ai compté, là, la prochaine pièce, ça sera ma 38e pièce. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, ouais. Et on parle de votre œuvre, de ce corpus de 38 pièces, comme une œuvre polymorphe, ça incontestablement, mais également insaisissable. Est-ce que vous cherchez délibérément cette liberté ou est-ce que c'est tout simplement votre manière d'habiter le monde? Oui, alors, oui, en fait, c'est juste que je cherche tout court, en fait. Hein. Alors, il y a des gens, il y a des artistes, il y a la célèbre phrase, il y a ceux qui cherchent et puis il y a ceux qui trouvent. Moi, en fait, trouver, en fait, on s'en fout de trouver, parce qu'une fois qu'on a trouvé, on va faire quoi? Exploiter une recette et puis la répéter toute sa vie. Moi, bon. Après, j'ai pas trouvé la recette non plus, hein, peut-être. Il se trouve qu'on est arrivé quand même dans une génération où il y avait pas mal de gens qui avaient fait pas mal de choses déjà, hein, et que la question n'est pas forcément d'inventer quelque chose d'absolument nouveau, mais en tout cas de chercher pour soi des chemins qui nous font avancer. Donc dans ce sens-là, effectivement, à chaque fois que je monte un projet, c'est une tentative de quelque chose. Voilà. Et comme c'est jamais réussi, pour moi, il y a toujours autre chose derrière, quoi. C'est jamais réussi. Mais c'est jamais complètement réussi. C'est jamais complètement réussi. Enfin, il y a quelques pièces, peut-être il y a 3 pièces dont je suis vraiment contente. Ok. Ces chemins, vous les trouvez, en tous les cas, vous prenez le chemin de la littérature, de la musique, du cinéma, de l'art contemporain pour nourrir votre danse. Qu'est-ce que ces œuvres vous permettent de dire que la danse seule ne pourrait pas? Alors, c'est vrai que j'ai un rapport à la danse un peu complexe, parce qu'à la fois, c'est vraiment le centre de mon existence, et en même temps, je trouve que la danse est très souvent très conne.
C'est-à-dire? C'est-à-dire que ça peut très vite être un médium pas très malin en fait, pas très fin quoi. Donc c'est vrai que, comme en plus je viens d'une famille de théâtre, c'est vrai que le langage ça m'a toujours un peu manqué. En tout cas une danse qui fait sens, une danse incarnée, une danse drôle par exemple. C'est pas si facile que ça quand même à trouver. Et après, c'est le reflet de ce que je suis moi et aussi ma génération. Hein. Quand je dis qu'on est arrivé à un moment où il y avait eu Cunningham, il y avait eu Trisha Brand, il y avait eu beaucoup de choses formidables. Hein, mais enfin, je veux dire, ils avaient de la chance hein, parce qu'ils sont arrivés, il n'y avait pas. Le terrain était quasi vierge. Le terrain était assez vierge, ce qui n'a pas du tout été le cas de la génération des années 90-2000, d'où cette table rase qu'on a appelée non-danse, alors que c'était pas non-danse. C'était de la danse effectivement conceptuelle, c'est-à-dire la question de rattraper l'histoire de l'art contemporain, que la danse rattrape l'histoire de l'art contemporain, alors qu'elle était un peu à la traîne et qu'il y avait des courants comme la postmoderne danse américaine, par exemple, qui avaient été un peu oubliés en France, ou qui étaient un peu arrivés à retardement ou par la bande, quoi. Donc, du coup, si on se réfère à ce courant-là, Laurence Loop, par exemple, elle dit ça, elle dit que l'histoire de la danse contemporaine ne vient pas de l'histoire de la danse, qu'elle vient de l'histoire des arts plastiques, de la performance, et pas dans la lignée de la continuité de la danse. Donc, moi, j'ai fait ce même trajet. À partir du moment où j'ai opéré cette rupture avec l'académisme, j'ai remonté un peu le cours du temps, puisque je connaissais rien à rien, notamment par le biais des avant-gardes du XXe siècle et donc par le biais d'une histoire liée à toutes les autres formes d'art et d'avancée, que ce soit en musique, en cinéma ou en art visuel ou en littérature. Le cinéma, justement, en ce moment, il y a une très belle exposition dans la chapelle Fromentin autour de la danse et du cinéma. Et vous-même, en 2014, vous avez créé un solo, Le Grand Jeu, autour du cinéma de John Cassavetes, un cinéma des excès que moi j'adore, excès d'enfance, de colère, d'enthousiasme. Qu'est-ce qui vous me tend dans ce cinéma et chez Gina Rolands aussi? Ça, cet excès d'enfance, cet excès d'ivresse, cet excès de tout en fait, parce que je m'y reconnais énormément et que inconsciemment, je pense, enfin inconsciemment, pas inconsciemment, mais c'était pas quelque chose que je voulais mettre en avant au départ dans Le Grand Jeu, mais il y a quand même un discours féministe aussi dans le cinéma. Il a une manière de parler des femmes et le personnage qui incarne Gina Rolands dans la plupart des films est un personnage que je trouve éminemment féministe et qui parle beaucoup des violences faites aux femmes, si on pense par exemple à Une femme sous influence. Donc il y avait cette dimension-là, il y avait cette dimension je vais en parler tout à l'heure, de la danse de la caméra, comment est-ce que Cassavetes, le rapport au corps qu'il a et la manière de filmer les corps, qui est justement une manière de voir les corps qu'on ne peut pas voir dans le spectacle vivant, parce qu'on rentre vraiment dans le corps de l'acteur. Et puis il y avait le corps de cette actrice-là, et comment est-ce qu'il est éminemment chorégraphique. Et ça, je trouvais ça... Enfin voilà, j'avais envie de m'offrir ça. Et de nous l'offrir aussi, merci. Vous parlez de féminisme dans votre dernière création, Des Bandades, hein, en 2021. Vous avez abordé pour le coup la masculinité en donnant la parole à plusieurs jeunes hommes. Comment vous, en tant que femme chorégraphe, pourquoi c'était important pour vous en tant que femme chorégraphe de raconter ce genre d'histoire ? Oui, et de le faire raconter par des garçons, parce qu'en fait, c'est des garçons qui sont sur le plateau, mais je pense qu'ils parlent aussi de féminisme, en fait, et du féminin d'une manière un peu plus large, en fait. Je crois que j'avais du mal à l'époque, puisque je fais pas partie de cette génération de la vague MeToo, et j'étais un peu violentée par ce discours des jeunes femmes qui avaient l'air un peu de dire, mais vous, en fait, vous avez rien foutu.
il s'est rien passé. Et c'est vrai que d'une certaine manière, notre génération n'a pas fait grand-chose sur ce plan-là, parce que je parle de la génération des années 80, parce que nous, on pensait que c'était résolu, en fait, l'histoire. On s'est fait complètement avoir, on a cru vraiment qu'on arrivait dans un monde où on était en pantalon, en grand pull, dans le métro, et capable de mettre des paires de baffes aux garçons qui nous... Mais en fait, on ne se rendait pas compte que la chose n'était pas résolue et que c'était sans fin, cette histoire systémique et enracinée depuis si longtemps. Donc, je me suis retrouvée un peu questionnée par cette génération-là. Et donc, ma manière d'y répondre a été de prendre un peu, pas le contre-pied, mais en tout cas de l'aborder d'une autre manière, par le biais des témoignages masculins. Aussi parce que je faisais, d'abord parce que nous on travaille avec des gens qui ont toujours le même âge. Nous on vieillit, mais on travaille toujours avec des jeunes gens. Donc j'avais travaillé avec beaucoup de jeunes à ce moment-là. Et que je m'interrogeais sur la manière dont, dans ce mouvement féministe, comment les garçons se positionnaient eux, qu'est-ce qu'ils avaient à dire là-dessus. D'autant plus que moi j'avais 2 fils du même âge et que j'avais envie de les entendre parler eux, voilà. Donc, et je trouvais ça important que le discours soit partagé, que la question des assignations soit pas seulement, c'est pas seulement les femmes qui sont assignées à des rôles, les hommes aussi, et qu'on puisse en parler aussi, voilà. Les femmes dans la danse, ça c'est aussi une question, notamment les femmes à la direction d'établissements comme le vôtre. En ce moment, vous n'êtes que 2, Maud Le Pladec au Ballet de Lorraine et vous-même. Elles peuvent être en binôme avec un homme ou noyées dans un collectif, mais en tous les cas, en ce moment, vous n'êtes que 2. Ce nombre très réduit, ça vous inspire quoi ? Ben, ça m'inspire qu'il y a... Enfin, là, justement, on est en train d'essayer d'y travailler au sein de la CCN, parce que je suis aussi membre du bureau de la CCN. Comment est-ce qu'on peut déraciner la chose systémique, justement. Alors, il y a la question, évidemment, des volontés politiques. Hein. Il y a un moment donné où... à chaque fois qu'il est question de parité, il faut quand même qu'il y ait un acte, un geste volontaire. Si ce geste volontaire, il n'est pas fait, ça n'accédera pas. Hein. Donc, on essaie de le faire, mais en fait, on se rend compte que les femmes elles-mêmes ont du mal à demander plus d'argent, à proposer des spectacles pour des grands plateaux, à candidater même pour des centres chorégraphiques. Donc, à se sentir légitime à. Il y a ça d'une part, donc ça c'est quand même problématique et il faut absolument que ça change et c'est pour ça que je parle d'essayer d'aller chercher les choses vraiment à la racine. Et puis il y a aussi, dans un autre sens, parce que ce n'est pas que de la responsabilité des femmes, pourquoi est-ce que des formes plus intimistes, des formes pour des plus petits plateaux, seraient considérées en échelle de valeur moins intéressantes aussi? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des formes de création féminine qui apportent autre chose et qui doivent être considérées? Est-ce qu'une femme, par exemple, qui parle moins fort lors d'un oral pour une candidature à un CCN doit être moins écoutée sous prétexte qu'elle parle moins fort? Donc ça, c'est un petit peu problématique parce que malheureusement, c'est encore le cas, vraiment largement. Et donc, eh bien, il faut qu'on y travaille. Vous avez des pistes ? Ben, là, déjà, il y a eu un rapport qui a été fait, vraiment des statistiques très, très précises qui montrent, par exemple, qu'il y a beaucoup de femmes qui sont aidées dans les centres chorégraphiques et accueillies en résidence, mais à l'arrivée, il y en a moins qui sont programmées et elles ont moins d'argent. Donc, déjà, lister toutes ces choses-là, en parler. Est-ce qu'il ne faudrait pas non plus directement, comme vous parliez de racines, dès la formation des danseurs et des chorégraphes, hommes et femmes, en tous les cas, faire comprendre aux femmes qu'elles ont le droit, qu'il faut qu'elles osent, puisque c'est ça apparemment le problème, c'est qu'elles oui, n'osent c'est ça. pas. Puis, ce qui est bizarre en plus, c'est que c'est un peu un recul, un retour en arrière, parce qu'il y a eu quand même une époque où les femmes, il y avait un métier où il y avait énormément de femmes, c'était la danse. Si on pense à justement Pina Bausch, Maggie Marin, Régine Chepinot, Karine Saporte, enfin il y a eu beaucoup de femmes à une époque. Et là, on se demande un petit peu ce qu'il s'est passé.
Alors après, si je reviens sur mes amis de la danse classique, il y a aussi tout ce fantasme-là qui continue à perdurer, de la ballerine, des petites tutus roses qui sont dans les livres pour les petites filles et qui montrent des petites danseuses bien dociles. Il y a aussi ce fantasme qui perdure au cinéma de la danseuse qui souffre, qui réussit dans la souffrance. Si on pense à Black Swan ou même à Encore, c'est toujours le même récit. Donc il faut arrêter avec cette image-là de la danse, vraiment. Mais bon, c'est un peu Don Quichotte contre les moulins, là. À vous entendre, la danse est éminemment politique, ou elle ne l'est pas en tous les cas. Enfin, si elle ne l'est pas, elle n'a aucun intérêt. Alors, ce qui est certain, c'est que la danse étant liée à une culture de corps, porteuse d'une culture de corps, chaque danse est représentative d'une société et d'une culture de société. Voilà. Donc effectivement, elle est traversée par des choses. J'ai du mal avec, parce qu'on a un peu tendance parfois à me dire ça, mais vous êtes politique, c'est le politique, mais au sens large du terme. Oui, je pense profondément, et ça vient de effectivement mon récit de vie, que les formes, en fait, sont porteuses d'une dimension politique ou sont le reflet de dimension politique, parce que j'ai été éduquée comme ça, parce que j'ai été éduquée dans cette forme-là qui reflétait une histoire qui était celle de la monarchie. On danse pour le prince, il y a un corps de ballet, et puis il y a une étoile au milieu, quoi. Et que quand tout d'un coup Trisha Brand vient de parler de démocratie du corps, ou que la postmoderne danse remet en cause la démonstration de la virtuosité, ou la question de la tâche ou du geste quotidien, etc., et de non pas vouloir être des surhommes parce qu'on danse, mais en fait des hommes et des femmes qui dansent, des bons hommes et des bonnes femmes qui dansent, comme disait Dominique, oui, ça a une dimension politique, oui. En décembre 2024, à l'occasion des 40 ans des centres chorégraphiques nationaux, vous avez pris la parole dans un discours très engagé. Vous dénonciez en fait l'absence des mots culture, créatrice, recherche dans le débat politique actuel. Il est pour vous urgent que ces mots soient réinvestis? Ben oui, parce que, alors déjà, culture, c'est beau la culture, hein, déjà, le mot culture apparaît très peu, alors que quand même c'est un tout petit peu capital. C'est grâce à la culture et à l'éducation. Et en plus, ce mot culture, il faut quand même savoir comment ça se fabrique la culture, parce qu'il y a des gens qui créent des choses. Sinon, il n'y a pas de culture. Donc il y a un mot qui est particulièrement absent, c'est l'art et la création. En fait. Alors qu'en fait, c'est le PIB des êtres humains, en fait. Et que c'est parce qu'on est dans une société où les gens sont de plus en plus coupés de ce qu'ils réalisent physiquement, de ce qu'ils font. Et ils sont maintenant dans des métiers de médiation, que ça va pas, quoi, en fait, parce que les gens ont besoin de créer quelque chose eux-mêmes, de réaliser quelque chose, d'être dans une invention. C'est ça qui fait avancer le monde. Donc je trouve ça complètement absolument hallucinant que ça soit toujours la dernière roue du carrosse. Alors qu'en fait, c'est juste fondamental en fait, pour le bien-être d'une société et le renouvellement de sa pensée. Et c'est toujours écarté, oui. Et alors vous, en tant que directrice de CCN depuis 2022, sur ce territoire rochelais, vous côtoyez beaucoup cette société, les Rochelais, le public, les habitants. Qu'est-ce que vous avez mis en place avec 1000 plateaux ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, on a un petit public qui est là. Bien sûr que nous, on n'est pas une salle, on a une petite jauge, mais j'ai l'impression que ce lieu est maintenant repéré dans la ville comme un lieu où on peut aller voir des choses, où on peut aller pratiquer, et même si on n'est pas féru de danse, en fait. Donc ça, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a
bien réussi à mettre en place avec toute l'équipe de 1000 plateaux depuis 4 ans. Voilà, maintenant on aimerait que le public se renouvelle aussi. Donc voilà, il faut qu'on puisse proposer des choses, mais pour qu'on puisse proposer des choses, il faut qu'on ait quand même un petit peu de sous pour le faire, parce qu'avoir un centre chorégraphique où au bout d'un moment il n'y a plus de marge artistique du tout, si ce n'est, et même pas parfois pour faire la création de l'artiste qui est à sa tête, comme ça s'est passé par exemple à Nantes pour Ambra Sénateur, qui s'est retrouvé à annuler sa création, puisque les seuls budgets non sanctuarisés sont ceux du chorégraphe qui est à la tête du CCN, il y a un problème. Donc là, on continue, mais si à un moment donné, il n'y a plus du tout moyen de faire des choses, ça ne sert à rien de payer 9 personnes pour ça, quoi. Donc voilà, c'est vrai que si on est engagé, moi, Alexandre Bourbonnais, qui est mon directeur délégué, par exemple, au sein de l'association des centres chorégraphiques, c'est aussi pour essayer de défendre un petit peu tout ça. Bien sûr. Vous parlez de création, vous êtes actuellement en pleine création. Je vous ai entendu dire à 2 reprises dans l'interview la locution « en même temps ». Donc ça a résonné puisque ça va être le titre, je crois, de votre prochaine création, et qui va être dévoilée en juin au Festival de Marseille. Ouais. Vous pouvez un peu nous teaser cette pièce ou c'est encore trop tôt ? Alors, non, c'est pas trop tôt parce que je suis en plein dedans. Alors, en même temps, c'est un peu une plaisanterie quand même, avec un certain en même temps. Et en même temps, c'est être capable de poser une question sur une forme dans toute sa complexité. Donc là, en l'occurrence, la forme, c'est évidemment une forme qui me parle aussi et qui est liée à mon parcours, qui est celle de l'unisson, le fait de danser ensemble sur une même musique. Et vraiment à l'identique, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Forme qui était, pour moi, qui appartenait pas du tout au monde de la danse contemporaine, qui était vraiment des choses qu'on avait envie plutôt de casser, quoi. Et aujourd'hui, ça revient beaucoup sur les plateaux de danse, avec l'idée que c'est aussi une manière de s'engager ensemble, de faire corps ensemble, et c'est vrai que c'est une réalité. Peut-être que le fait de danser ensemble, taper du pied ensemble, c'est la racine de la danse presque. Donc voilà, je fais une espèce d'enquête sur cette forme que je trouve néanmoins suspecte, parce que il y a une différence pour moi entre le cœur, qui est faire des choses ensemble, mais qui sont mouvantes, qui sont organiques, ou comme par exemple les murmurations d'oiseaux, c'est un chœur. Il y a c'est guidé par la périphérie, ces trucs, c'est les oiseaux à l'extérieur qui guident le truc. À l'intérieur, c'est un peu le chaos, mais à l'extérieur, ça. Mais c'est pas tout le monde au pas cadencé, parce que le pas cadencé nous menace en ce moment. Et donc, le pas cadencé, il faut s'en méfier. Voilà. Très bien. Pour terminer, je vous ai demandé de venir avec une œuvre, des œuvres, que ce soit de la musique, une peinture, un ouvrage. Donc, je voulais que vous nous présentiez ces œuvres que vous avez choisies, qui pourront être éventuellement des recommandations pour nos spectateurs. Oui. Alors, j'ai amené 2 bouquins. Alors, il y en a un qui est vieux comme tout et qui a été qui est vraiment mon livre de chevet qui l'est toujours d'ailleurs, parce qu'il y a toujours un moment où je replonge dedans. C'est un livre de Greil Marcus qui s'appelle Lipstick Traces, une histoire secrète du XXe siècle. Alors, c'est vrai que maintenant, on est au XXIe, donc du coup, c'est pour ça que je dis qu'il est un peu vieux. Néanmoins, donc Greil Marcus, au départ, c'est un critique de rock. Il écrit là tout un parcours au travers un peu des oubliés de l'histoire, ou des gens qui sont à la marge de l'histoire. Et en fait, quand je suis tombée sur ce bouquin, je suis tombée sur plein de gens sur lesquels j'avais travaillé. Et en fait, ça reliait tout un... Donc dedans, il y a Kurt Schwitters, il y a Klein, il y a le lettrisme, ça commence par les Sex Pistols et ça se termine par les Sex Pistols. Et en fait, c'est une espèce de traversée complètement subjective de l'histoire depuis
c'est Loser magnifique, en fait. Voilà, et alors le deuxième livre, je suis en train de le lire. Donc alors Yvonne Rainer, bien sûr que je la connais depuis longtemps, mais en fait pas si bien que ça, parce que je découvre un peu l'œuvre de cette femme. Donc Yvonne Rainer, c'est une des grandes pionnières de la postmodernance américaine, mais qui a fait du cinéma justement aussi, qui a bifurqué complètement vers le cinéma. Et donc je peux pas en dire plus que ça, parce que je suis en train de lire le livre, mais je m'aperçois de toute une dimension que je connaissais assez mal. Yvonne Rainer, on la connaît surtout pour le texte qu'elle a écrit, qui est le No Manifesto. Je ne sais pas si vous voyez, qui est un texte très très radical justement, et le livre s'appelle Un ennui radical, ce que je trouve un titre absolument formidable. Et moi, le No Manifesto, c'est un truc que je trouvais un peu raide quand même pendant très longtemps. C'était pas de virtuosité, pas de glamour, pas de machin, pas de truc, pas de... donc ouais, bon... et en fait, maintenant, je l'entends différemment. Et surtout, en ce moment, je trouve que c'est très, très important de repasser par cette époque-là. Voilà, donc je lis ça. Eh bien, merci de nous avoir présenté ces deux ouvrages et merci de nous avoir accueillis à la Chapelle Fromentin, au CCN de La Rochelle. Bonne journée. Ben, merci à vous. Hein. À bientôt.